Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au sein de cette émission Que les choses soient dites. 10 ans déjà, 10 ans se sont écoulés depuis cette grande mobilisation sociale qui a marqué tout le peuple guadeloupéen. Le 17 novembre 2018 a été, selon certains, et nous le verrons ce soir sur ce plateau, la répétition nationale du LKP avec le mouvement des Gilets jaunes. Une des revendications phares des deux mouvements, la vie chère. Quelle similitude, quel impact, quelles conséquences et surtout, quelle réponse? Pour en débattre, plusieurs invités sur ce plateau. Evita Chevry, honneur aux dames, que vous connaissez, qui est parmi nous depuis maintenant le début de ces émissions, ainsi que Raphaël Spéronel, psychologue, et Harry Ancelade, ingénieur, chef d'entreprise. Il y a Michel Mado qui nous rejoindra d'ici quelques instants sur ce plateau. Et puis, malheureusement, nous avions Alex Bandou, qui était au cœur du LKP, qui devait être avec nous, ainsi que René Beauchamp. Malheureusement, ces deux personnes ont eu un petit accident de voiture, rien de grave. Quand je dis accident, le véhicule qui était censé les emmener jusqu'ici a eu un problème, donc ils ne pourront être des nôtres. Et j'espère que ce problème de voiture n'est pas trop grave pour Alex Bandou, puisqu'il était désolé de ne pouvoir être ici avec nous. En tout cas, merci à vous d'être sur ce plateau, d'être fidèles, d'être des vraiment fidèles de cette émission, une émission qui est très regardée, très appréciée par les Guadeloupéens et surtout, je dis souvent, faites-nous des propositions de thèmes et nous en tiendrons compte au fur et à mesure puisqu'il y a pas mal de thématiques qui doivent être mises sur ce plateau et vraiment en toute vérité, puisqu'on dit que les choses doivent être dites. Et de plus en plus, je crois que la Guadeloupe a besoin que les choses soient dites. Voilà donc pour un thème que nous avons d'ailleurs choisi ensemble. Et je me rappelle, Harry Ancelade, de cet engouement que vous aviez pour ce thème en disant oui, il y a plein de choses à dire. Et idem pour Raphaël et pour Evita. Alors, le LKP... C'était en 2009 et nous débuterons par cela. En 2009 où il y avait une très grosse mobilisation sociale, je dirais, les Guadeloupéens étaient dans la rue, les Guadeloupéens étaient branchés, on dira LKP. Maintenant, les Gilets jaunes sont arrivés longtemps après, 9 ans après. Et on se dit que oui, mais les Gilets jaunes se sont inspirés du LKP pour pouvoir être dans les rues. Alors, qu'avez-vous, avant d'aborder vraiment cette thématique, lorsque vous faites un retour en arrière, 10 ans en arrière, et que vous vous rappelez de ce mouvement social, qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué en 2009, et je débuterai par Evita Chevry. Vraiment, si on devait synthétiser, si vous deviez parler du LKP en quelques mots, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? En quelques mots, je pense que le LKP, c'est un mouvement fort intéressant parce que d'ailleurs on dit que les événements dans les pays arabes ensuite, etc., ont été inspirés par le mouvement du LKP et c'est vrai que toutes les télés du monde étaient en Guadeloupe. En quoi c'était un mouvement intéressant? Parce que tout d'abord, il y avait une vraie volonté de se réapproprier la parole politique publique. Que les gens considéraient comme étant confisqués par les élus, par les élites, en tout cas pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Et en fait, on se retrouvait dans une vraie crise de légitimité de la représentation, mais des élus. Et c'est là la différence que nous verrons avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont complètement tout explosé, et les partis et les syndicats, tandis qu'en Guadeloupe, on reconnaissait quand même la représentation par les syndicats, puisque c'est quand même le syndicat le plus puissant de la Guadeloupe, le GTG, qui a réussi la coordination autour du LKP, donc il y a eu quand même une véritable organisation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que
ils se sont, moi ce que je retiendrai du LKP, c'est cette capacité donc de s'accaparer, de se réapproprier la parole politique, mais aussi de se réapproprier un lieu, et on verra que les Gilets jaunes, eux, ont fait les ronds-points, un lieu qui s'appelle le BIC, où ils ont recréé du lien social, où les gens pouvaient se voir, la parole circulait, on n'était pas toujours d'accord politiquement, mais il y avait une vraie vie, une vraie envie de faire ensemble, qui était extraordinaire, une fraternité, une solidarité, etc. Qu'avant 2009, il n'y avait pas cette envie de faire ensemble, il n'y avait pas cette solidarité. Non, mais qui s'exprimait. Elle s'exprimait, elle s'affichait. Et c'est ça qui était magnifique. Et c'est aussi un mouvement qui, je veux dire, bon, on le verra tout à l'heure, mais il y avait aussi ce chant. Ce chant qui était un chant guerrier, il faut pas, c'était pas un zouk, hein, la Guadeloupe c'est en nous, yo peut faire ça, yo voulez en payer en nous, c'était pas un zouk, c'était un chant guerrier, donc il y avait aussi une volonté identitaire. C'est pour ça que je dis que c'est un mouvement qui a quand même mobilisé beaucoup, des milliers de Guadeloupéens, et c'était des Guadeloupéens de tous horizons. Ça aussi c'est très important, alors que les Gilets jaunes, le verront, ça concerne surtout les personnes en situation précaire. Là, c'était des gens d'horizons tout à fait différents et surtout souvent votant dans des camps totalement différents, mais qui étaient transcendés par une espèce de désir d'exister, de rappeler qu'ils existaient, qu'ils étaient dans leur pays et que cette profitation qui n'appartenait qu'à une communauté, il leur disait non, nous sommes debout contre vous. Donc c'est une époque où, comme on dit, il y a parfois les peuples ont besoin d'un peu de se nourrir de dignité pour repartir après dans la quotidienneté et d'oublier cette dignité. Mais ils ont besoin de ça. Beaucoup disent, et on dit par la suite, que cette mise en commun, ce besoin-là, c'était surtout les 200 €. Alors là, c'est où je dis, voilà une chose qui me paraît, voilà une chose qui me paraît fausse. Pourquoi? Sincèrement, je peux vous dire que pour y être aussi, puisque nous étions dans le collectif des avocats du LKP, donc nous étions là tout le temps, je peux vous dire que la plupart des gens que j'ai vus défiler, ils ne sont pas à 200 € près, d'abord. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu autant de gens que quand on a commencé à parler du problème des béquets. Et ça aussi, il faut le dire, le problème des blancs pays. Et moi, j'ai vu des gens dans la rue défiler, des gens qui n'avaient jamais défilé de leur vie. Donc de dire que c'est seulement une affaire de 200 €, non, c'est vraiment ne pas reconnaître cet enthousiasme qu'il y a eu, autour justement alimenté par cette chanson qui était une chanson guerrière et qui a fait peur à beaucoup. Voilà, nous passons la parole à Raphaël Spéronel. Merci Michel Mado de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, oui. Même question, Raphaël. Oui. Alors, il y a vraiment 3 temps pour moi. C'est une valse à 3 temps. Je ne sais pas si la valse à 3 temps, mais enfin, il y a un avant, il y a un pendant, et il y a après comment ça a été géré. Il y a la fin. Alors, sous la période de l'avant, je rejoins bien sûr tout à fait ce qu'a dit Evita, avec quand même cette idée qu'on est, voilà, un truc extraordinaire. Voilà un peuple. Et c'est pas, quand je dis le peuple, c'est le peuple des travailleurs, en tout cas, qui n'est pas organisé en classe sociale, qui n'est pas organisé en classe politique, et qui est en rupture de tout, en rupture, en détresse, en fracture, la fracture sociale, la rupture, tout, c'était la thématique. Mais qui chacun vivait ça dans son quant à soi, en quelque sorte. Mais le maître mot, c'était quelque chose d'atomisé, d'éclaté et de douloureux. Une douleur sociale, une mortification sociale, économique, culturelle, identitaire et tout. Ça depuis longtemps. Bon. Mais finalement, d'une certaine manière, on mitoyait avec ça. On échangeait à un petit niveau, les petites souffrances, les petites économies d'échelle, les petits trucs comme ça. Ok. Deuxièmement, un mouvement complètement en bafeuille, dans un premier temps. Un travail extraordinaire de cohésion qui a échappé à tout le monde. C'est ça qui est important. Personne n'avait su.
Donc le LKP, le Lyonnage, c'était quand même c'est pas une intersyndicale qui s'est montée comme ça. Ce sont des gens qui ont travaillé, ils ont dit pendant 6 mois, 1 an ou je sais pas quoi, pour créer un concept, pour créer une représentation, pour créer quelque chose de puissant. Et ça surgit, blim, comme si c'était par hasard. Alors que c'est absolument pas un phénomène de hasard, mais ça met tout le monde chaos technique. Les gens étaient chaos techniques. Et dans un premier temps, tout le monde était d'accord sur les thématiques, sur le vocabulaire, sur les éléments de langage, sur le type de leadership. C'était extraordinaire. Alors, quand certains disent que oui, mais le LKP est né, mais en fait, il a fallu s'adapter puisque au départ, ceux qui étaient à la base de ce mouvement ne s'attendaient pas à ce que ce mouvement c'est pour ça que je vous dis, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est une valse à 3 temps. Là, je reste vraiment dans le premier temps. Mais c'est bien sûr qu'après, tout le problème, c'est la gestion et le management de ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu après ce premier temps? Premier temps donc, de connivence, de mitoyenneté, de travail en commun, de dégagement de concepts forts, d'une identité groupale, pulsionnelle et tout. Et ça éclate. Et ça éclate comment? Dans une espèce d'adhésion extraordinaire, dans une espèce de contagion des émotions, de contamination intellectuelle. C'était un bloc, c'était tout. Alors, est-ce que tout ce travail, Raphaël Spéronel, ça ne s'est pas fait après la rencontre, la première rencontre, je dirais, au WTC? Ah non, ça c'est bien après. Là, on est déjà dans le management de crise. Et là, on a commencé à tout perdre, dans ma théorie. Je parle de la première rencontre. Dans le premier temps, c'est un petit peu ce que disait Evita, c'est la rencontre entre un peuple et ses leaders. Un phénomène de catalyse. C'est le peuple qui, à un moment donné, se reconnaît et qui coopte des leaders qui, eux-mêmes, à ce moment-là, sont totalement en osmose avec la dimension, avec le vécu, le ressenti et les représentations populaires qui, à ce moment-là, ont créé un ciment. Et la chanson, au milieu de ça, était plus qu'une chanson de guerrière. C'était véritablement, c'était plus qu'un drapeau, c'était un élément de communion, c'était une hostie. Ouais. Dans un premier temps, oui. Après on va voir. Oui, après c'est intéressant. Harry Nyonstad. Oui. Je reconnais bien ce sourire qui veut dire oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, pas. Quand Harry dit oui au commencement, oui, après ça tombe. Non. Après, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a deux choses. Il y a un fait sur lequel Raphaël a insisté, qui est vrai. Ça a été un travail de longue haleine qui a été fait. Ça, c'est extraordinaire. Et souterrain. Souterrain. Parce que personne ne savait, ne s'attendait à ce qu'on se retrouve avec 146 revendications. Ça ne pouvait pas se faire une journée, ça. Hein. Donc, complot à nègre, pas complot. Et c'était travaillé. C'était travaillé. C'était pointu. Quand on lisait ces 146 revendications, ça a été un travail. Mais c'était un travail de... Alors, total sous la société. Oui. Ce travail-là est un travail d'organisation d'une société nouvelle. Parce qu'il y avait tout y était, tout ce qui fait fonctionner une société comme la nôtre. Il y avait vraiment un travail là-dessus. Bon, et documents à l'appui. Oui, tout à fait. Parce qu'ils avaient des documents qu'on se demande comment ils ont fait pour les avoir. Bon. Et c'est vrai, d'ailleurs, là-dessus. Alors, ça, c'était très, très bien. Alors, par contre, je pense qu'il y a un élément qui a dû gêner, parce qu'eux, ils avaient déjà travaillé, mais il y a eu ce petit mouvement dû à l'augmentation de l'essence. Mouvement qui a été mené par j'ai envie de dire les petits patrons. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises artisanales, etc. Ce sont les premières victimes de ce genre d'augmentation. D'ailleurs, on le voit en ce moment, ce qui se passe. Actuellement, avec les augmentations de taxes sur le pétrole, encore une fois. Mais il y a eu ce mouvement-là en fin d'année 2018, en décembre. Ça a duré 1 ou 2 jours. Mais là, c'était fait par le petit patronat. Je dirais le petit patronat. Bon. Et c'est vrai qu'à mon avis, le travail du LKP avait déjà commencé et était bien avancé. Donc ça s'est fait, ils ont laissé faire. Et en février, ils ont déclenché le processus. Et là, effectivement, donc c'était pas un hasard. Bon, par contre, je dirais qu'il y a eu un certain nombre de circonstances favorables. Pourquoi on dit février? Ils ont déclenché le processus. Le 20 janvier. Oui, le 20 janvier. Bon, mais enfin, c'est vrai qu'on peut. Je retiens sous la mise en vitesse. Mais, parce que finalement, quand on regarde bien, il y a eu un certain nombre de concours de circonstances.
Le WTC, réunion en WTC avec le préfet, etc., sous des caméras. Certains diront qu'il y a eu une erreur stratégique du préfet à l'époque, parce qu'on a reproché ça ne s'est jamais fait. Mais ça, cette situation... Il faut dire quand même que, même, je pense, au départ, les syndicats, le mouvement LKP, n'étaient pas au courant qu'il y avait des caméras. Il faut dire qu'au départ... C'est ça que je parle de management après la crise. Personne ne s'est rendu compte qu'il y avait des caméras. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis, il y a quelques faits. Oui, mais ce sont des faits les caméras ont changé la donne. Totalement. Absolument. Ont changé totalement cette histoire. Ah ouais. Et ça, effectivement. On est d'accord. Bon. Et alors, les caméras ont changé. Bon, on va approfondir tout ça au fur et à mesure. Hein. Mais c'est vrai que ça a changé la donne. Et puis, je dirais aussi, et toute la suite de cette affaire-là a été faussée par ça. Ce débat-là, ce travail-là qui était fait, pour moi, n'était pas un travail qui devait mettre en opposition. On parlait de société. Ça ne devait pas être systématiquement un conflit patronat, ouvrier ou classe. Et l'erreur, ça a commencé. Et les caméras, ça a incité à ça un peu. Tout de suite, tout le monde s'est braqué. Une binarisation. Et je vous dirais, et là, c'est en tant que témoin, je dirais ça. Ce premier jour-là, où il y a eu cette réunion WTC, il y a quelques types ici qui ont le nez fin, et je peux citer son nom, Didier Payen, m'avait appelé un peu avant que ça commence. Et il m'a dit comment je vois ça, comment je sens la chose. C'est vrai que je lui ai dit, à mon avis, ça va être compliqué, hein. Ça va être très chaud cette histoire, ça va être très compliqué. Et j'oublierai jamais cette phrase. Il m'a dit, Harry, nous tous qu'à consommer, nous tous qu'à acheter. À pas ouvrier qu'à acheter, patron pas acheter. Nous tous c'est des consommateurs. Et de Didier Payen, j'ai bien compris ça, parce que moi j'étais vice-président du MEDEF à un moment, en tant que président du BTP. Contrairement à ce qu'on peut penser, les débats d'intérêt, il y avait des conflits d'intérêt sérieux, parce que quand un patron a une activité et il facture les autres ne prennent pas ça comme ça. Je vois au port, sur le point du port, les transits, et tout ça, les combats étaient sérieux. On a eu des moments chauds, parce qu'on n'est pas d'accord. Parce que celui-là ne peut pas facturer comme il veut et augmenter les prix, qu'après on retraduit après sur les produits. Et d'ailleurs, Didier Payen avait fait un travail sur l'essence qui était énorme. Donc, il y avait une porte ouverte et Didier Payen, il sentait le truc. Il me dit c'est dommage parce qu'à mon avis, c'est un combat qui aurait dû être un combat commun. On pourrait faire un combat commun. Et je lui avais répondu ouais, mais ça va glisser parce que les intérêts après vont être très divergents. On va mettre ça sous des problèmes de salaire, d'augmentation et tout ça, et tout va capoter. Ça va entrer dans le conflit. Et ça va être chaud. Et voilà. Et c'est ça qui, malheureusement, je suis convaincu qu'on a raté quelque chose de très important pour l'organisation de cette société. Aujourd'hui, le bilan, on va le montrer, mais de 2019, aujourd'hui, après 2009, on n'a pas construit. On n'a pas construit parce qu'on est resté en opposition. On n'a pas profité pour faire une construction unique, pour faire un travail de construction. Ouais. Donc toute cette énergie-là n'a pas été capitalisée. Malheureusement. Et c'était du travail, et tout ce travail qui était pourtant bien fait en amont. Parce que c'est quand même là que je trouve que c'est dommage qu'il y ait un boulot comme ça. C'était un boulot extraordinaire. Hein. Je dis, on a un petit pays. La seule chose dont j'ai été fier, depuis le départ de cette affaire, quand j'ai lu ça, j'ai lu les revendications, j'ai relu ça, j'ai dit, c'est pas croyable. Un petit pays comme ça, nous en train de mettre en cause tout ce qui va faire tomber le capitalisme, l'ultralibéralisme. Ça a été mon raisonnement. J'ai dit ça, la Guadeloupe peut dire, nous serons à la base de ce, nous serons montrés du doigt ce qui va faire tomber l'ultralibéralisme. Et ça, quand on regarde aujourd'hui, et quand on dit la suite, LKP, Gilets jaunes, c'est ça le truc, le vrai débat qui a été lancé en Guadeloupe, dans un pays de 400 000 habitants, on a touché du doigt tous les problèmes de l'ultralibéralisme. Laisser faire l'économie de marché à outrance, sans réguler, sans organiser. Michel, alors est-ce qu'on peut dire que vous étiez peut-être en culotte courte
pendant le LKP. Michel. Non, c'est 2009, je venais d'entrer en Guadeloupe, justement, je venais de revenir en Guadeloupe. J'ai exercé à Saint-Martin à l'époque, et là j'ai quitté Saint-Martin pour venir enseigner en Guadeloupe. Ouais. Alors, arrivant comme ça en Guadeloupe, 2009, LKP, et c'est la question que j'avais posée au début, si vous deviez résumer votre vision de ce qui s'est passé en 2009 au niveau de ce mouvement social, comment auriez-vous relaté les choses? Mais de manière rapide, hein. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce mouvement? Qu'est-ce qui vous a marqué? Un rendez-vous manqué avec l'histoire, selon moi. J'étais pas trop partisan du mouvement dans la forme, pas dans le fond et dans la forme. Pourquoi? Je ne sais pas si c'était un pressentiment ou pas. Il faut vraiment aller au bout. Dans chaque lutte, il faut vraiment aller au bout. Il faut se donner les moyens d'aller au bout. Et tout renverser, pourquoi pas, mais avec qui? C'était la question que je me posais. Et je sais qu'on en avait discuté la veille, parce que le mouvement a commencé le mardi 20, je crois. Et le lundi 19, j'en discutais, je revenais du collège Bouillante, et j'étais avec un collègue, on en parlait. Il m'a dit, non, Michel, c'est pas normal, vous pas dans ça, ou pas vrai, mais consommation là, mais c'est qu'exagéré si les prix et tout. Je lui ai dit, bon d'accord, mais quels sont les moyens qu'on peut se donner pour renverser une situation et pour vraiment construire? C'était là où j'étais un peu sceptique à l'époque, parce que c'est vrai qu'on connaît les individus. Et certains qui étaient à la tête du mouvement aussi. Et voilà, donc on savait que c'était des gens qui ne pouvaient pas aller jusqu'au bout? Non, je ne dis pas ça, mais je dis que ça aurait été difficile. Je ne veux pas dire ça, je veux dire que ça aurait été difficile d'aller jusqu'au bout. C'est pas... et voilà, donc un vrai rendez-vous manqué avec l'histoire pour moi, parce qu'effectivement, comme l'a dit Harry, les revendications étaient sérieuses. On sent que derrière, il y avait des vrais hommes de dossier qui avaient travaillé les dossiers et qui maîtrisaient. Et c'était au-delà du rapport économique même ou du rapport en patron-salarié, ça remettait en cause plein de choses et ça travaillait déjà sur l'identité guadeloupéenne pour moi. Donc j'étais très content de cela. J'ai dit, bon, si ça peut servir, d'accord, mais il faut nous aller juste en bouteille. Et après, c'est-à-dire que comme tout mouvement syndical ou comme toute lutte, le problème n'est pas d'y rentrer, c'est de sortir. Et dans quels moyens, dans quelles conditions qu'on peut sortir d'un conflit. Et tout le monde appréhendait. Après, il y a l'usure du conflit, ça, les luttes syndicales, on sait comment 44 jours. 44 jours, qui pour moi c'est extraordinaire. Et 44 jours, et puis près des 40 000 en la là, ça. D'après alors, selon le LKP, il y a eu pratiquement 100 000 personnes dans les rues par moment. En cas quoi ça, hein, de toute manière, c'est le moment où vrai Guadeloupe et mettre masse derrière. C'était pour le LKP. Dans l'analyse que je fais. Donc c'est vraiment que c'est un mouvement qui était vraiment populaire au sens que le peuple y a adhéré. Là où je suis, Harry, j'espère que tu disais pas que la médiatisation a posé problème dans la gestion du conflit. C'était pas ça, non? Enfin, la médiatisation au sens que... Non, je dis que ça a ouvert... Ah non, ça a lancé le... Ah, très bien. Et c'est ça. Ça a lancé le conflit. Et ça a été très utile. Ça a lancé le conflit. Pour Guadeloupe et un peu comprendre réellement ça qui était qu'à passer. Et... son rendez-vous qui manquait. Je sais que même récemment, il y a encore 2 ans, j'en parlais avec Mouraktan Medef là, qui m'a Willy Angel. Et moi, des discussions quand avec M. Willy Angel, elle a dit, mais au fond, ou pas... même bateau là quoi, parce que les rapports que nous aujourd'hui jouons, les paroles que nous avons entre Guadeloupéens, pourquoi on est opposé à Domota? Donc je pense qu'on a à Domota ou autre revendication, donc je pense qu'on a vraiment raté un rendez-vous avec l'histoire. Et après ça m'a donné raison sur mon ressenti primaire qui était dur pour mouvement là, sans pas en me disant ouais, j'en ai rentré là-dedans, j'en ai sorti là-dedans. C'est on peut toujours songer après les camarades te mettent en difficulté les élus. Ils ont dit les élus comme quoi ils n'ont pas mal géré dans le mouvement là, parce que c'était pas qu'un rapport économique, il y avait plein de choses. Et moi je m'attendais, suite à ce mouvement, à ce qu'il y ait une suite politique maintenant à cela. Parce qu'on a beau dire, on ne confond pas le syndicalisme avec la politique, ça c'est une hypocrisie. Alors moi, on disait, ouais, après LKP qui traduit politiquement. J'ai vu qu'il y a eu plusieurs tentatives régionales, un tel a fait ça, tel a fait ça. Et du coup, pour moi, c'est Jean-Marie Noumertin, il y a eu plusieurs. Voilà. Et d'après moi, c'est ça qui t'a décrédibilisé. Pas décrédibilisé, ça affaiblit le mouvement là pour moi, parce que d'après moi, si on était fait en proposition réellement sur les bases de revendication, le LKPT une puissance a été écrit dans les mémoires réellement et il y a eu une traduction politique du LKP quoi, pour moi. Alors fallait-il, selon vous, qu'il y ait une émanation même forte du LKP
aux élections, par exemple, c'était les régionales d'après, en 2010. Oui, aux élections régionales, pour que les réponses aient été réellement portées ou que les réponses soient probantes, puisque lorsqu'on a posé la question au leader du LKP, Vito Mouta, il a dit « nous pas caille en politique, nous pas caille en élection ». Et on a même vu qu'il n'y a pas eu de soutien, par exemple au niveau pour Alain Plaisir, pour Jean-Marie Noumertin, il n'y a pas eu de soutien de la part du noyau dur du LKP. Alors autant on peut comprendre les camarades de Moutaka dit ça, mais c'est pour moi c'était l'occasion jamais. Ça c'est analysant, mais c'est l'occasion jamais. Alors juste avant, juste un petit point, et puis on va revenir, je pense qu'on avance vite, mais juste un petit point. Alors, oui, camarade Domota, Patissa, etc., je veux bien, mais quand on va plus loin, on a entendu aussi à ce moment-là Lurel Desroches, n'ouvrez pas Victorin Lurel, et rappelez-vous, il a été élu au premier tour. Oui, c'est ça. Donc, on peut quand même pousser un petit peu plus loin l'analyse en se disant si Elido Mouta... Non, on va trop vite. Non, on va trop vite. On va effectivement... On va trop vite parce que c'est ce qui va... On va faire des confusions. Donc, premier temps, on est à peu près d'accord, un mouvement populaire puissant, alors qui pose deux critères. Un critère de légitimité et un critère de crédibilité. C'est ce qui compte. Légitimité, crédibilité, populaire, adhésion avec les leaders, et donc une osmose, quelque chose d'unique, et de fort, et de inattaquable. C'est puissant, c'est fort. C'est-à-dire que tout le monde l'a identifié. Enfin, les gens qui sont chargés de faire des analyses politiques, des analyses de société, tout, ont identifié que là, il y a un vrai danger. Surtout que même au départ, les patrons étaient d'accord, parce que le concept de profitation s'appliquait à tout le monde. C'est un concept fédérateur qui s'appliquait à tout le monde. Tout à fait. Et donc, il y a eu peur. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Une liesse populaire. Parce qu'il faut comprendre notre peuple aussi, quand il se met en route. Une adhésion, une communication, c'est même pas une adhésion, c'est même pas une communication, c'est une communion. Une ferveur populaire. Et je crois que c'est là que ça a dérapé. Alors, je vais te dire. C'est là que ça a dérapé. Mais bien sûr, parce que ça, il faut le gérer. Je constate. Si, parce qu'il faut gérer ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Mais je constate que nous oublions tous l'élément moteur qui a mis tout le monde dans la rue. Parce que tu disais qu'on a eu des gens qui n'étaient pas de 100 € près dans la rue. Et effectivement, j'en connais, et beaucoup, à qui j'ai dit, tiens, c'est surprenant, ou des gars manifester. Et tout le monde me répondait la même chose. N'oublions jamais, et je te dis, en Guadeloupe, on va parler d'économie longtemps, les gens vont grincer des dents, etc. Ça n'ira pas loin. Mais chaque grosse affaire part d'un mépris quelconque qu'on a mal digéré. L'affaire faisant, le machin, etc. Voilà. N'oublions pas que le préfet s'est levé avec tous les fonctionnaires, sauf notre ami en compte, est parti d'une réunion qui commençait en disant si vous voulez nous voir, vous venez nous voir à Basse-Terre. Absolument. Tout le monde est tombé dans la rue parce que là, on parle d'identité, c'est là où le débat identitaire a commencé. Là, plus personne n'a toléré. Et là, il n'y avait plus de question de clan. Là, c'était un débat identitaire. Et ça a mis tout le monde dans la rue, qu'importe son pouvoir économique. Tous les Guadeloupéens sont descendus sur ça. Donc, c'est l'élément qui a déclenché ce conflit à ce niveau-là. Et c'est devenu un débat identitaire. D'où le morceau qui a suivi, que j'ai, pour quelqu'un qui a toujours aimé le carnaval, parce que j'ai toujours fait le carnaval, j'ai beaucoup aimé ce morceau. Pour le son et le tempo masse, par contre, je le déteste en parole. Parce qu'il y a eu une élection avant, en 2003. S'il n'y avait pas eu d'élection, j'aurais trouvé ça excellent. Cette chanson-là, en 2002, je n'aurais pas beaucoup apprécié. En 2009, non. Parce qu'il y a eu une élection en 2003 et on ne peut pas me demander de tourner en bourrique tout le temps. Quand on chante ça, ça veut dire qu'on était prêt à faire un certain nombre de choses. Mais il n'a pas tant nous. Pas c'est tant nous. Il peut faire ça en nous. Ça a un sens politique. Voilà, ça, point. On ne peut pas dire ça demain ou qu'habiter, nous arrêter. Et là, on change de degré. Ouais, on passe de quelque chose qui est spontané, qui est viscéral, qui est magnifique et dans lequel tout le monde est, à quelque chose qui doit devenir stratégique. Mais quelle stratégie? Alors, en face. Mais non, parce qu'il n'y avait pas de stratégie. Non, il n'y avait pas de stratégie politique. Et c'est là l'énorme malentendu. Exactement. Ça, je pense que le LKP restera, c'est ça. C'est ce que
il y a eu un énorme malentendu. Et ce que Michel vient de dire, c'est vrai que tout le monde, à partir du moment où on s'est rendu compte que même, je me souviens que le président Lurel à l'époque a demandé, était presque en supplique, j'aimerais bien, est-ce que je peux venir défiler avec vous, etc. C'est-à-dire qu'il il reconnaissait, ça y est, il était chaos technique. Il y avait vraiment quelque chose à faire et on n'a pas su le faire. Et c'est le problème que nous avons toujours. Et ce que Michel vient de dire, je suis désolé Michel, c'est pas la première fois qu'on rate les rendez-vous avec l'histoire. Ah non, on va dire c'est pas une fois. Non, mais je n'ai pas dit que tu as dit ça. J'ai dit simplement, quand tu as dit cette phrase, il m'est venu à lui. Mais c'est pas la première fois, parce que justement, on a du mal à transformer après un élan, comme l'a fait en faisant, par exemple, puisque tu viens d'en parler, un élan, justement, une émotion, parce que le Guadeloupéen a le sentiment d'injustice, je veux dire, c'est dans ses gènes. Hein, et puis là, quand il faut transformer la chose en une véritable stratégie politique, c'est fini. C'est fini et on va toujours trouver 1000 raisons. Une véritable stratégie politique. Comment? Qui devait transformer en véritable stratégie politique? Mais il y avait une organisation. Il y avait une organisation, il y avait un leader incontesté et incontestable. On l'appelait même à un moment donné le sauveur ou Élie ou je ne sais pas quoi. Élie le sauveur. C'est son rôle, c'est le rôle d'un leader, un leader positif. Le rôle d'un leader positif, c'est de prendre. Sauf que tout. Le leader. Et lui, vous s'intéressez pas. Qu'on avait, Élie Domota. Ça s'intéressait pas. Est-ce que c'était lui? Non, mais est-ce que c'était lui qui prenait toutes les décisions et qui donnait le là? Il ne faut pas oublier qu'il y avait un certain nombre d'organisations à l'intérieur du LKP. Donc là, on retombe dans nos travers. Donc la mayonnaise qui, au départ, dans une dynamique donnée, était unitaire, forte et allant dans le même sens, dans une autre dynamique qui est celle d'une démarche sociopolitique, on tombe dans des conflits d'intérêts, on tombe dans des rivalités de pouvoir et on tombe dans notre soupe à Congo. Alors on avait, et je passe la parole à Michel, mais on avait le leader charismatique Élie Domota. Oui, on avait incontesté. On avait le leader charismatique Élie Domota. On avait effectivement en arrière une organisation qu'on ne voyait pas, d'accord, qui n'était pas visible, qui pensait. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, bien sûr, ça a carburé. Bien sûr, ça a carburé. Qui a été mise en action par ce leader charismatique, non? Le problème d'Élie, je pense qu'il ne s'agit pas de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Il y avait une, une organisation. Élie ne prenait pas la décision tout seul. Oui. Et incontestablement, tout ce que nous pouvons dire, parce que, moi, je n'étais pas dans le secret des dieux à ce niveau-là, des décisions, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils ont pris une voie qui n'était pas celle du choix politique, de la stratégie politique. C'est clair. C'est la certitude qu'on peut avoir. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une certitude, mais il ne faut pas nous entrer dans une sorte d'autopsie aux manifestations où nous toutes, t'es extérieur à organisation là, ça. Nous pas extérieur à conflit là, mais à organisation là, ça même LKP. Par contre, c'est nous points là, nous t'es acteur principal à LKP. Donc en fait, les hommes gèrent le mouvement là selon les moyens qu'ils ont tenus et selon la perspective qu'ils ont tenue. Est-ce que le mouvement leur a échappé? Probablement. Mais en tous les cas, même à leur niveau, je pense que le mouvement était légitime et voilà, et crédibilisé. Et crédible, mais ce qu'on peut retenir de manière très simple, c'est positif qu'il y ait pu y avoir le LKP. C'est-à-dire que dans une logique de construction de peuple, ça arrive nous là, ça fort. Ça veut dire qu'à un moment donné, Guadeloupe est arrivé levé et dit non. Maintenant, ça qui est inquiétant, c'est que pour moi, on ne veut pas revivre LKP. Ouais. Et c'est là le problème. Et tous les gens, les syndicats, même qui ont préparé des gros mouvements sociaux, même pas spécialement social, un gros mouvement pour respect à dignité à Guadeloupéen aussi, très simplement, ça peut être sur l'eau, ça peut être sur plein de choses. Il y a une certaine frilosité où le Guadeloupéen maintenant ne veut pas revivre 2009. Et c'est là que c'est inquiétant, parce que peut-être qu'on nous a vendu des contes et légendes, on nous a vendu plein de faits en disant ouais, mais c'est ça qui tue telle entreprise, alors que je ne sais pas, je ne peux pas dire réellement si c'est ce qui a tué l'entreprise ou pas. Mais nous avons la chance d'avoir Ariane Slade sur le plateau.
mais il y a eu des calculs, Michel, qui ont été faits par des entreprises. Il y en a qui ont coulé, il y en a qui ont été rachetés. Les plus gros sont sortis plus. Dans la réalité, les plus gros sont sortis plus gros. Mais juste un truc par rapport à ce que tu dis. Attention, un leader charismatique, un leader populaire, un leader puissant, machin, ce qu'on appelle un leader émergent, c'est pas nécessairement un leader politique. Voilà. C'est pas du tout le même niveau. C'est pour ça qu'il vient parler de traduction dans l'engagement politique. Et c'est pour ça que tu as raison, mais bien sûr. Et même si tout l'appareil était là, l'intelligence était là, parce que c'est clair. Non mais c'est incroyable les dossiers qu'ils avaient. Moi, je reviens sur les. J'ai vu sortir des éléments de dossiers stratégiques. Et des magnifiques. Je me rappelle Total. Je travaillais avec Total à l'époque. Les mecs, ils ont sorti les documents. Ils se demandent où est-ce qu'ils les ont pris. Donc faut pas les connaître. Il y avait des trucs stratégiques. Total ne payait pas un centime d'essence sur le port. Il y avait des arrangements, des accointances, etc., etc. Bon bref, où est-ce qu'ils ont pris ça? Et dans d'autres domaines, dans tous les domaines. Donc il y avait quelque chose de puissant, de fort et effectivement. Le démo, c'est crédible et légitime. Bon, mais c'est pas avec ça qu'on fait une révolution. Hein. On fait une révolution. Tu viens d'utiliser un mot et ça fait longtemps que. On fait il manque un mot. On fait des insurrections. Ouais, on fait des insurrections. Mais on ne fait pas des révolutions. Voilà. Et c'est tout le problème. Et là, toutes les questions qu'on se pose, c'est lié à une chose très simplement. À aucun moment il a été question de révolution. Mais non. Parce que finalement. C'est effectivement, les revendications étaient bien étudiées, bien listées, mais c'était des revendications de gens sous un système établi, accepté, et on demande plus qu'on baisse les prix, etc. Mais on n'est pas dans une logique de remise en cause de l'ordre établi. Mais non. Il faut bien comprendre. Un peu quand même. De redistribution. Quand tu t'attaques, bah oui, quand tu t'attaques. Michel, la profitation supposait quoi? Quand tu t'attaques au monopole d'un lobby, tu commences déjà à changer la donne. Mais ce qu'on voulait, je dis, allez, en tout cas, tel que c'était perçu. Non, mais c'est qu'on voulait. Je ne suis pas dedans, mais comme tu dis toi-même, à l'extérieur. Non, j'étais dans les Michel, 1-0, t'as gagné. Bon, alors, ce que nous voulions, quelque part, dans ce truc-là, c'était pas une remise en cause de l'ordre établi, c'était une redistribution. Oui, c'est mais sans remettre en cause l'ordre établi. C'était une révolution. C'était une révolution consumériste. Je veux, et ça répondait à la fracture, au sentiment de détresse, de malheur, de rupture, de perte des codes d'accès. Le Guadeloupe et l'Anda, et c'est ce qu'arrive les gilets jaunes, qu'on ne comprend pas les gilets jaunes, parce qu'eux-mêmes, ils rentrent dans aucun schéma, parce que les codes, c'était les gens qui disaient, j'ai pas les codes d'accès pour entrer dans la société, je suis ayant droit, je suis usufruitier, mais je suis propriétaire de rien. Oui. D'où la revendication, la Guadeloupe. Mais qui est propriétaire? Attention, c'est ça, on n'était plus, comme on verra avec les Gilets jaunes. Bon, les Gilets jaunes, c'est la France populaire contre l'élite. Là, attention, en même temps, et d'ailleurs, quand on revoit tous les documentaires qui ont été faits sur le LKP, le problème, c'est que le propriétaire est chargé d'histoire. Était identifié, chargé d'histoire. Attention. Donc c'est où le combat est plus complexe que justement, on verra. Parce que on a des points de fait gros à la même période là, ça aussi. Bien sûr. Mais depuis tout à l'heure, on attaque le LKP enfin, on attaque. Quand je dis on attaque, ça dit qu'on attaque le dossier LKP. Non, on attaque le dossier LKP sous le prisme du collectif. Mais à aucun moment on regarde l'État vis-à-vis la gestion de l'État par rapport à cette crise-là. Et on nous nions Boukivine, qui a dans des conditions qui Gégo. Voilà, M. Yves Gégo. Nous nions gestion de l'après-LKP avec des sortes d'assises qui étaient complètement inutiles aussi, comme d'hab. Et nous nions on distance totale le gouvernement français par rapport à l'on pays. Moi-même, un mouvement constaté fait dans n'importe quelle région de France. Déjà, ils ont d'autres forces hexagonales, je préférais déjà, ils ont d'autres gestions. C'est-à-dire qu'ils ont laissé une certaine situation se pourrir en possible, et à aucun moment on ne remet en cause la gestion de l'État par rapport à ça. L'attitude de l'État, le monopole, Evita parlait du monopole de Total par exemple. Voilà, ça c'était des vraies questions à poser, et le rapport Payen justement était très clair, c'était un atout non négligeable pour moi dans cet élan de revendication, et on n'a pas su pour moi, on n'a pas su pour quelle raison je ne sais pas, mais il y a eu faut pas oublier qu'en face on avait l'État qui n'a pas bougé d'un iota. Oui, mais
Je veux dire, c'est l'État. C'est l'État, non, Mais je veux dire, moi, je ne demande rien à l'État, je n'attends rien de l'État. Attention, hein. L'État, dans un contexte comme ça, il joue ses intérêts. Et souvent, l'État laisse pourrir pour savoir justement jusqu'où on peut aller. Pour savoir. Parce que dans l'affaire Faisan, une petite parenthèse, dans l'affaire Faisan, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que lorsqu'on libère Faisan, le procureur général se lève et il dit Faisan va mourir. Je viens encore de recevoir à l'époque c'était des télégrammes de l'hôpital militaire disant que vraiment il est au bord de la mort. Donc il demande qu'on libère Faisan. Or, Faisan sort. Faisan était amaigri, mais Faisan n'était pas au bord de la mort. Donc on sait que l'État a instrumentalisé pour savoir quel était le niveau de rébellion possible de la population guadeloupéenne à un moment donné. Qu'est-ce que les Guadeloupéens ont fait? Ils ont critiqué Faisan. Bien sûr. Alors que Faisan n'avait aucun moyen de communiquer qu'il allait mourir. C'est ça qui est extraordinaire. Les Guadeloupéens n'ont pas vu que l'État simplement s'était contenté de les tester. Et l'État le fait souvent aussi. L'État n'a pas testé que ça. Mais bon. Oui. Non, l'État a été plus loin. J'ai donné Faisan. Mais pour reprendre ce que tu dis, Evita, pour bien être clair, là on est dans des stratégies de guérilla. Donc le mouvement est fort, il est puissant, il est identitaire, il est machin. Bon, l'État il fait quoi? Lui, il va avoir une stratégie. Nous, notre stratégie qu'on n'a pas eue, c'est comment on passe d'un mouvement comme ça à autre chose. Je ne sais pas quoi. Sachant qu'on est quand même miné auparavant par l'idéologie, par des rivalités intestines qui demandent qu'à ressortir. Dès que le pouvoir concret va apparaître. Mais l'État en face, lui, s'en fout. L'État, il défend le système, par définition. À savoir, moi je dis le système, ils vont appeler ça la paix sociale. Ça va être très comique, on va parler de ça tout à l'heure. Et donc il a le temps, et bien sûr qu'il va instrumentaliser, parce que lui il a une stratégie, et la première stratégie bien sûr, c'est celle du pourrissement, parce qu'à la fin du pourrissement, les gens même vont demander le retour au calme. Ils vont demander la paix, et que l'ordre nouveau, qui est le même renforcé, soit établi. Exactement, c'est toujours bien sûr, les bruits nous marquons une courte pause et nous reviendrons avec vous. Nous passerons à une deuxième phase qui est la phase Gilets jaunes et ensuite ça nous permettra de faire un petit peu la comparaison entre les deux et de voir comment ça se présente, puisque n'oublions pas qu'il y a une grosse manifestation Gilets jaunes. Dans 2 jours, je crois. 2 jours. je crois. Et dans 2 jours, et certains disent que ça sera aussi en Guadeloupe. Certains disent que les syndicats vont profiter aussi pour demander à tout le monde d'être dans la rue. On va les aider un peu. En osmose avec cette grosse mobilisation. Nous verrons tout à l'heure. Et les gilets jaunes, je le rappelle, qui n'ont pas vraiment eu du succès ici en Guadeloupe. À tout de suite. Voilà, donc je reviens avec vous pour parler des Gilets jaunes. Alors c'est vrai qu'il y a cette grosse manifestation dans 2 jours. Alors c'est vrai que Michel me disait oui, mais c'est pas une manifestation Gilets jaunes. Effectivement, mais les Gilets jaunes en pole position, puisqu'ils disent avoir porté le dossier des retraites et bien d'autres, et qu'ils sont légitimement les premiers concernés, en tout cas les premiers à être derrière cette revendication, cette grosse revendication. Alors, les Gilets jaunes, là aussi, certains disent, les Gilets jaunes, réplique du LKP, les Gilets jaunes se sont inspirés du mouvement LKP pour porter leurs revendications, sauf que les Gilets jaunes, c'était quand même 42 points de revendication et le LKP 146. Donc aujourd'hui, lorsque vous entendez Gilets jaunes, mouvement des Gilets jaunes, au-delà du regard que vous avez porté là-dessus, est-ce qu'on peut dire que les Guadeloupéens se sont sentis concernés par ce mouvement des Gilets jaunes? Et juste un point sur la genèse. Nous, le mouvement LKP est parti
pas d'une coalition, les forces intermédiaires, les forces secondaires, ça s'appelle les forces secondaires. Donc les syndicats étaient au cœur de la réflexion, de la démarche, de l'identité. Au niveau du LKP. Au niveau du LKP. Un moteur puissant qui a amené ça. Et après le devenir, c'est autre chose. Au niveau des Gilets jaunes, la revendication est partie comme ça. Non, même pas comme ça, contre toutes les forces représentatives instituantes, y compris le mouvement syndical. Mouvement non structuré. Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que ceux qui structuraient le mouvement, c'était des forces. Parce qu'un mouvement, c'est des forces. Hein. Alors bien sûr, ces forces-là, elles peuvent être politiques, elles peuvent être économiques, mais elles peuvent être aussi, ça peut être aussi des forces qui unissent, ce qu'on appelle des forces socio-constructives, qui unissent des gens au-delà de la parole, avant la parole. Le groupe existe avant la parole. Et les Gilets jaunes, le langage, en tout cas, alors que le LKP, le langage, très tôt, le langage était structurant, il y avait des mots fédérateurs, il y avait un environnement qui était clair. Chez les Gilets jaunes, c'est parti par une espèce d'agglomération comme ça, de choses, on a l'impression. Et c'est bien plus tard et encore, ils ne voulaient pas les syndicats, ils ne voulaient pas les corps intermédiaires, ils ne voulaient aucune élite. Oui. Donc c'est pas du tout la même source, la même genèse. Oui, c'est un choix. Oui, mais c'est un choix de discrédit. Alors que nous, on avait accordé un crédit considérable à cette espèce d'union intersyndicale qui a pris la mode après par la suite. Mais selon vous, pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ne voulaient pas avoir un leader, de leader charismatique? Pourquoi? Allez-y. C'est sûr. Moi, mais non, mais voilà, enfin, je sais pas qui. Vas-y. Non, mais parce que c'est en cela que le mouvement est vraiment novateur. D'abord, c'est vrai qu'on dit. Les chercheurs en général qui analysent, parce que c'est un mouvement quand même très original, le mouvement des Gilets jaunes, ils disent que souvent, et ça c'est amusant, ils disent que c'est la continuité. En fait, il vient en continuité, ce mouvement-là, justement, du LKP 2009 Guadeloupe. La Guadeloupe est très souvent citée. Mais en fait, les Gilets jaunes, c'est le même principe. On veut la parole politique, publique est confisquée, etc. On veut se réapproprier. Mais une chose est vraiment intéressante, c'est d'abord, ce sont des gens d'idéologie complètement différentes. C'est-à-dire qu'on trouve chez les Gilets jaunes des gens d'extrême gauche et d'extrême droite, et qui arrivent à se mettre d'accord uniquement sur l'ennemi commun qui est celui qu'ils considèrent, ceux qu'ils considèrent comme l'élite. Ça, c'est déjà aussi un point très intéressant. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne pensent pas du tout la même chose, mais qui ont un ennemi commun. Mais c'est qu'ils ne veulent pas de leader. Et ça a été la faiblesse, je pense, de leur mouvement. Parce qu'un leader charismatique, entre nous, ils disent un leader charismatique, il ne naît pas de rien. Et c'est ça aussi, il faut savoir. La Guadeloupe, elle a eu son leader parce qu'à un moment donné, il y a eu la rencontre de plusieurs éléments Un leader charismatique, c'est une construction. C'est le produit d'une fédération. Voilà. Alors que dans les Gilets jaunes, c'est une coagulation. Donc c'est pas du tout la même chose. Le leader émerge. Alors, mais il est tout à la fois opté par le groupe et aussi il a la capacité de prendre ça parce qu'il faut qu'il y ait une envergure. Et bon, au-delà du LKP, le GTG a toujours eu des leaders charismatiques. Moi, je sais qu'un gars comme Gabi Clavier, c'est un gars que je reste. C'est avec lui que j'ai le plus façadé, comme on dit. C'est un mec extraordinaire. Moi, j'étais en admiration je suis toujours, il le sait. Je dis ça parce qu'il était en admiration devant ce type-là. Quand il parle, moi, je me tais, j'écoute. Et donc ça, ce type de leader-là est fédérateur, alors que ce que dit Evita par rapport aux Gilets jaunes, c'est une coagulation. C'est des mouvements complètement différents. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas avoir Parce que c'est ce que j'ai dit, c'est la notion de stratification. Mais il n'y a pas d'organisation. Donc c'était des forces et faiblesses. Individualités, à un moment donné, ils auraient. Mais non, parce qu'ils retombaient dans ce qu'ils. S'ils se structurent, s'ils mettent en place un leader, ils retombent dans ce qu'ils dénoncent tous les jours. Qu'ils détestent le plus. C'est justement une organisation politique ou autre. Et c'est ça la faiblesse de leur mouvement. Parce qu'ils ont fait quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est la question des ronds-points. Ils ont fait des ronds-points qui ne sont pas des endroits dans lesquels on habite,
ou même on veut rester, ils ont fait des lieux de vie. Et ils ont réinventé un monde sur les ronds-points. Et ça, c'est original, quand même. Et c'est vraiment formidable ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est la désorganisation totale qui fait que d'ailleurs, ils s'invectivaient. D'ailleurs, dès que quelqu'un sortait sa tête un peu, passait un peu trop souvent à la télé, ils s'invectivaient, ils ne nous reconnaissaient pas de doigts et tout. Donc, le mouvement des Gilets jaunes est complètement différent quand on voit bien de l'organisation de 2009, où là, justement, la Guadeloupe a une chance extraordinaire. Elle a eu un leader. Mais lorsqu'on regarde, et ça c'est un petit peu pour la boutade, au niveau du LKP, c'était 44 jours de mobilisation, mais les Gilets jaunes sont encore en mobilisation jusqu'à maintenant, après un an. Oui, mais il y a quelque chose de désespéré, je trouve, vers là. Oui, au moment où le mouvement était puissant, mais au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir aussi, ce sont des gens qui sont de la précarité. Pas que. Ah, la plupart des Gilets jaunes sont des gens qui sont dans la précarité, c'est-à-dire qui gagnent autour du SMIC. Donc, la mobilisation pendant des jours et des jours, c'est pas évident. Hein. Ils s'essoufflent rapidement. Et puis, il y a eu la violence quand même. Attention, on oublie ça, mais la violence, d'accord, eux, ils ont brûlé des magasins et tout, mais eux, ils ont perdu les yeux, ils ont perdu des mains, ils ont perdu... Attention, il y a une violence terrible qui fait que le dernier qui a perdu son œil, il était au loin, il parlait avec sa femme gentiment, on voit. Dans la vidéo, il reçoit le projectile, enfin enfin je sais pas qu'est-ce que c'était comme, et puis il perd son œil. Donc je veux dire, et il y a le phénomène aussi d'essoufflement, c'est évident, parce que ce sont pas des gens qui ont une capacité de mobilisation aussi longue. Donc il y a quelque chose de désespéré dans les derniers qui continuent à venir. Michel. Harry, Michel, Harry, comme vous voulez. Non mais, alors, c'est assez amusant parce que finalement, le point commun, voilà deux mouvements qui sont partis quelque part. Qu'on le veuille ou non, c'est parti de l'augmentation de l'essence, le taxe de l'essence. Bon. Donc, quand même, un problème immédiat de pouvoir d'achat. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, vous savez que la France, c'est un pays qui fait beaucoup de ronds-points. Parce que justement, les Gilets jaunes sont dans les ronds-points. Et il n'y a pas longtemps, puisque ça, j'entends ça tout le temps, ils ont dit c'est vrai qu'on a tendance à faire des ronds-points en France. Oui, pays numéro 1, je crois. Ouais. Dans les ronds-points. Mais vous savez que c'est quoi un rond-point? C'est une démission de l'État. Pardon? C'est une démission de l'État, messieurs. Parce que quand vous arrivez dans un rond-point, vous vous démerdez entre vous, et si vous pétez les voitures, c'est 50-50. Point. L'État ne gère rien. S'il n'y a pas de rond-point, qu'est-ce qu'on fait? Des carrefours avec des feux et l'État est responsable. La collectivité doit gérer les feux doivent marcher, et tout doit fonctionner. Quand on fait un rond-point, ça veut dire on vous lâche. Et démerdez-vous dans le rond-point, pétez-vous la gueule, cassez vos voitures, démerdez-vous. L'État n'est pas responsable du rond-point, c'est vous. Les Gilets jaunes ont pris les ronds-points, démission de l'État. Et les Gilets jaunes continuent à dire nous voulons la démission de Macron. Ça veut dire nous voulons la démission de l'État et du système dans lequel on est. Alors là, c'est un autre aspect. Parce que finalement, nous avons des gens qui sont ni syndiqués ni rien. Alors, c'est vrai qu'il y a les extrêmes dedans, mais quand même, moi, je reste convaincu que l'essence a mis le feu aux poudres. Vous avez un système, et c'est un peu la différence. Enfin, on ne l'a pas ressenti de la même manière à l'LKP que les jeunes. Mais au fur et à mesure, en disant intelligence artificielle, etc., il y a un truc que personne ne se rend compte. Mais vous êtes sous pression permanente. C'est ça. Les gens sont sous pression permanente. Vous êtes sous pression permanente et on vous arnaque en permanence. On a un système. Le système. Je vais vous prendre un exemple simple que maintenant tout le monde connaît. Mais personne ne se plaint parce que c'est des affaires privées. Un truc très simple. Je ne sais pas moi, vous devez payer une taxe foncière, elle tombe le 15 novembre. Manque de peau, pour une raison quelconque, vous avez raté, vous tombez le 17. On va vous dire c'est l'intelligence artificielle, hein? Boum, 10% de majoration. Ce 10% de majoration, vous n'allez pas le payer. Parce que vous aviez prévu un budget, vous le payez, le 10% vous ne l'avez pas. On va vous faire un ATD. L'ATD arrive à la banque, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas grand-chose, mais la banque vous prend 120 € parce que c'est vous qui êtes en faute. Oui, c'est une arnaque.
Est-ce que la France dépense, quel argent que la banque dépense pour vous prendre 120 euros? Rien. Ce 10%, il est déjà passé à 10% plus 120 euros. Et qu'est-ce que vous faites? Rien. Comment vous agissez? Quelles sont vos défenses? Rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit récemment? Macron a essayé de voter loi en disant on va commencer à donner une deuxième chance, des choses comme ça. Non. Je vais vous dire. J'ai pris l'exemple de la taxe foncière. Je vais vous dire une chose. Vous savez comment on fait la taxe foncière aux États-Unis? Ah bien, je vais vous dire. Taxe foncière aux États-Unis, vous recevez un document taxe foncière d'une maison. C'est impressionnant. On vous dit, si vous payez en novembre, c'est 3200. Si vous payez en décembre, c'est 3250. Si vous payez en janvier, c'est 3300. Si vous payez en février, et jusqu'à mars, vous avez 5 mois, on augmente de 50. C'est-à-dire, vous avez intérêt à payer plus tôt, vous gagnez un petit peu. Mais vous avez 5 mois à gérer ça. Vous avez la trésorerie, vous payez, vous savez pourquoi vous payez. Parce que vous n'allez pas payer si c'est le 15 novembre, vous n'allez pas payer le 15 août. Mais là, vous payerez. Parce que ça vaut le coup. Vous gagnez $50, etc. Eh bien, c'est une différence énorme entre, je parlais de gilet jaune tout à l'heure là. Eh bien, je veux dire, ça fait un moment que je disais, je déteste les enveloppes à fenêtre. Pour moi, c'est le signe réel d'un État qui ne travaille pas pour les citoyens. Tout le problème, il est là. Un système. On a créé l'État, pas pour être à l'opposition du citoyen. Or, de plus en plus, nous sommes entrés dans un État qui s'oppose aux citoyens. Et tous les gens qui sont tombés dans la rue, les gilets jaunes, mais c'est pas rapport. Et c'est pour ça que c'est pas organisé de façon rationnelle, parce que ce sont des gens qui ont mis leur trip dans la rue parce qu'ils en ont marre. Et ils en ont marre parce que tout le temps ils sont victimes. Ils sont victimes de ceci, victimes de cela, victimes. Tout un système de pression. Et là, le LKP avait fait un travail d'intellectuel en mettant sur papier des revendications bien pensées, bien organisées, et quand le mouvement a commencé, tout était intellectuellement structuré. Oui. Là-bas, les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de travail intellectuel, réellement comme ça. Il n'y a pas eu de présentation. D'ailleurs, ce fur et à mesure qu'ils répondaient. Mais par contre, ce qui est frappant, quand il y avait des sondages à chaque fois, moi, ce qui me surprenait, des fois, on interrogeait des gens. Et on constatait que même des gens qui n'allaient pas dans la rue, parce que tout le monde ne veut pas aller dans la rue, mais à un moment, on avait 60% de gens qui disaient qu'ils étaient d'accord. Quand vous avez 60%, même s'il n'y a que 10 000, 15 000, 20 000 dans la rue, mais quand même, vous avez 60% des gens qui disent on n'était pas dans la rue, mais on est d'accord avec eux. Solidaire. On est solidaire, on est d'accord. Et le pire, je me souviens une fois, une dame dans un débat disait mais regardez cette dame, elle est normale. Elle n'a pas l'air de quelqu'un d'excité ou de rien du tout. Pourtant, quand vous l'entendez, elle dit oui, mais je comprends, je suis d'accord avec ça, je le comprends. Tout citoyen normal, qui n'a rien de violent, rien d'excité, rien, comprend. Parce qu'on est en train de basculer. Et je dis, le LKP a raté l'histoire politique parce le LKP a raté l'histoire politique guadeloupéenne. Ce qui n'est pas la même chose que l'histoire politique française. Les Gilets jaunes, aujourd'hui, ont vraiment dans l'esprit que ce système-là, on n'en veut plus, il faut basculer le système. C'est ça qui se passe là. Alors, il y a des extrêmes dedans. Alors, donc, on fait passer plein de choses. On dit il y a Mélenchon, les ceci, France Insoumise, qu'il y a des gens qui poussent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se méfie de cette situation-là. Je pense que le peuple français, en majorité, en a marre de ce système. Oui. Ben parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est d'un côté comme de l'autre. C'est un maître mot, c'est la radicalisation. D'un côté comme de l'autre, quelle que soit cette radicalisation, qu'elle soit islamique ou qu'elle soit du peuple. Et la radicalisation qui se fait maintenant, c'est que toutes les souffrances du monde font que les peuples arrivent à des situations de détresse. Et la détresse ne fonctionne pas comme... Alors, dans la hiérarchie de l'écroulement d'un groupe, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, en économie, c'est la société productive. Elle produit, elle redistribue... Et puis ça va, tout va bien, on peut faire du développement. Enfin, tout va pas bien, mais les inégalités sont dynamiques. Et à partir de ces inégalités, on fait du développement. Parce que pour faire du développement, il faut qu'il y ait une inégalité. Elles sont bon, il n'y a pas de problème. Premier niveau. Deuxième niveau, il y a donc, après la situation productive, il y a ce qu'on appelle les situations d'excès.
De temps en temps, il y a un petit coup de bourse, à la fin du mois, il faut sortir un truc, on accélère un peu, bon, ça dure 10 jours. Après, c'est le banquier qu'il faut gérer, c'est les impôts, les déclarations fiscales, les trucs comme ça, les ADAS, bref, on tient. Et puis après, ça redevient bien. Pendant longtemps, ces deux modèles, situation productive, situation d'excès, ont dominé le tableau et ça allait parce que globalement, l'économie et l'environnement allaient. Ensuite, on est passé en situation sous stress. C'est là que la Guadeloupe est intéressante aussi. Parce que, et ça rejoint ce que tu disais, Evita, sur la précarité. Ensuite, tout le monde est passé en situation de stress. Et c'est là que nous, en Guadeloupe, on était forts. Parce que le stress, on l'a toujours connu. Et donc, on a des mécanismes culturels, sociaux, symboliques, affectifs, relationnels qui nous permettent de résister au stress. C'est même pire. On est peut-être même mieux sous stress qu'en situation normale. Parce qu'on n'a jamais su ce que c'était que la situation normale. Non, mais je t'assure. Et maintenant, on est arrivé au bout. Non, mais je t'assure. Je t'assure qu'en entreprise, bon, enfin bref. Et maintenant, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que maintenant, on est arrivé au bout de la situation de stress et on arrive en situation de détresse. Voilà. Et quand on arrive en situation de détresse, le logiciel s'inverse. C'est plus du tout la même chose. Là, rien ne va plus. Boula est parti, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. Et les fonctionnements sociaux que nous avons maintenant, aussi bien en France que ce qu'on a. Et le LKP est extraordinaire parce que le LKP, justement, a évité quoi? Mais non pas la révolution, mais l'espèce d'explosion qui était logiquement inscrite, alors peut-être pas dans les gènes, mais dans l'ADN guadeloupéen. Et le LKP, d'une manière ou d'une autre, par sa force de contention, a permis de contenir ça. Alors après, l'histoire est compliquée, parce qu'il faut pouvoir comprendre comment ça, les énergies ont été redistribuées. Mais en France, ça risque de partir vers une atomisation. Alors justement, mais une seconde, il ne faut jamais oublier que justement, ils ont eu l'organisation du LKP a eu vraiment la capacité de maintenir mais bien sûr, des jeunes qui étaient prêts à en découdre. Au-delà du fait que le LKP était un mouvement structuré, bien établi, et que les Gilets jaunes ne l'étaient pas, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences entre ces deux mouvements, au-delà de cela? Le ras-le-bol. Oui, c'est-à-dire... La similitude, c'est le ras-le-bol. À la base... Le ras-le-bol. Oui. Pour vous, c'est ça. La similitude, c'était le ras-le-bol. Oui. Nous, bon, avec ça. Voilà. C'est le sentiment d'injustice. Ras-le-bol du système. Du système. Le sentiment d'injustice. Le sentiment que, de toute façon, l'élite, les politiques et autres ne peuvent plus rien faire pour eux. Donc ils vont dans la rue et c'est eux qui prennent... En fait, tous ces mouvements-là, surtout le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils disent, voilà, maintenant nous voulons participer directement aux choses qui nous concernent. Voilà, aux choses qui nous concernent. Donc ils rejettent, c'est une crise. Ouais. C'est une crise terrible de la légitimité de la représentation. Hein. Ça, il faut bien comprendre ça. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on a retrouvé de manière parallèle, c'est cette envie d'être ensemble, cette envie de créer de la... D'ailleurs, ils faisaient pareil. En Guadeloupe, on a vu émerger beaucoup de jardins créoles. Des nouveaux espaces de socialité. Voilà. Les marchés, on allait directement, producteurs, etc. Ils l'ont fait aussi, ils le font aussi, les Gilets jaunes. Il y a cette recherche-là. Il y a cette recherche de créer des liens. Parce qu'en plus, il y a le phénomène de la solitude, qui est un phénomène important en France. Hein, donc, pour vous, les Gilets jaunes répliquent du LKP? Non, pas du tout. Parce que, justement, la différence, c'est que la composition, selon moi, les gens qui étaient dans la rue n'étaient pas... Il y avait des gens de tous horizons. Et puis surtout, le LKP, qu'on leur dit, est porteur d'espoir, même maintenant. Et c'est peut-être ce qui leur fait peur. Le LKP est porteur d'espoir, alors que les Gilets jaunes sont porteurs de désespoir. Absolument. Alors Michel, d'accord. Il y a quelque chose de désespéré. Porteur d'espoir et Gilets jaunes porteurs de désespoir. En gros, distanciation par rapport à un mouvement Gilets jaunes, mais là c'est de point de vue purement personnel. Leur milité on fois par semaine qui c'est le samedi ou leur milité on samedi c'est tout, enfin leur milité qui est samedi moi il y a un problème, c'est-à-dire que d'accord que il y a en souffrance mais on peut comprendre le mouvement mais ça c'est d'un point de vue purement personnel. Moi j'ai bien envie messieurs il y a un problème en France bloquer pays azot mais bloquer pays là leur manifester qui est samedi
C'est-à-dire, voilà, moi, en tant que chef d'État, je vois, bien, messieurs, il n'y a aucun souci. Effectivement, c'est significatif parce qu'on a un grand parti à peuple là qui en arrive là. Mais là, on va bien regarder, est-ce que ces messieurs et révolte à yo, même degré qui ça y a dit, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une traduction? Moi, je dis que non, si c'est ça, mais messieurs, ben, à la limite, on joue en vidéo, fait qu'on est capable de bloquer le pays aussi pendant un certain nombre de jours. Et on va voir. Alors là où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que, évidemment, quand tu dis élite, en fait, les Gilets jaunes, pour moi, d'après ce que j'analyse, c'est un refus d'une certaine institutionnalisation des profits. Parce qu'il y a des avocats aussi parmi eux, hein. Il y a aussi des journalistes, il y a des gens qui sont. Alors, il y en a pas beaucoup, hein. Non, il y en avait. Parce que moi, analyser ce moment-là, il y en avait. J'ai vu certains qui étaient partisans. Donc, les mouvements Gilets jaunes avaient un peu rassemblé toutes sortes toutes catégories, on va dire, de personnes, et en ce sens c'est intéressant. Maintenant, moi c'est dans la méthode, dans la forme, quand tu tiens effectivement un an, c'est significatif parce que ça fait quand même un an que ça dure. Ça dure, hein. Oui, mais bon, maintenant, si c'est que le samedi, moi je vois ça de manière assez drôle, j'ai même envie de dire. Non, parce que, excuse-moi, mais. Non, mais là c'est plus. Le mouvement, c'était surtout sur les ronds-points. Oui, mais ce n'est pas. Alors, c'est ça que c'est pas notre symbolisation. Voilà, c'est autre chose. Voilà. C'est pas notre symbolisation. C'est pour ça que tu dis bien que j'ai une distanciation par rapport à cela. Moi, j'ai du mal à penser. Quand tu vois, ils ont défoncé la porte du ministère, je ne sais plus de quel ministère, je veux dire, d'accord, un symbole fort, mais messieurs, après, c'est pareil, c'est la traduction dans les actes qui me pose un peu problème. Nous avons un appel de téléspectateurs. Nous récupérons et nous revenons avec vous, Harry Ancelade. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui. En fait, Chalem, on va rester la montagne. Oui. On devait poser d'autres questions. Assis, mouvement à Gilets jaunes, et assis LKP. Est-ce qu'à un moment, nous sentons que Mouna devait changer de société? C'est-à-dire, c'était des revendications qui étaient posées assis, comme nous avons dit, profitation. Mais est-ce que vous avez senti que Mouna devait changer de, c'est-à-dire, tenir un projet de société qu'elle nous a présenté à peuple là? Parce que nous, on dit, c'est que depuis le mouvement social là est tombé, nous passons un bon projet de société monté. On parle bien du LKP, madame? Oui, on parle du LKP. D'accord. Nous avons un bon projet de société. La Français a proposé nous et nous avons demandé, c'est-à-dire les revendications qui sont basées sur la profitation. Il n'y a pas de ça, nous devons être fait ci. Mais en vérité, nous n'avons pas posé les problèmes de fond puisque les terres agricoles que nous signons en Guadeloupe aujourd'hui là, nous avons rendu compte qu'ils ont planté pied bois en l'air. Et je dis là, pour ne pas défendre ça. Alors, quelque part, on a posé ma question là, est-ce que le mouvement LKP était une proposition de changement de société? C'est une question. Merci, madame. Question. Très bonne question. Oui. Parce que c'est le fond du débat. Là, elle vient de toucher le fond du débat. C'est exactement ce que je pense. On a mené une action contre la profitation et à aucun moment, et d'ailleurs à la fin, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne fallait pas, alors Michel Alexandre ne fallait pas il ne fallait pas aller aux assises ou le truc, etc. Mais moi, si je veux changer ma société, je vais là où on discute et où je dois faire des propositions. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être absent et dire on veut changer, on fait comment pour changer? Alors on prend la guerre. Moi je vais te dire une chose. Et quand il a changé? Dès 80 à 90, il n'y avait pas de porte ouverte, c'était la lutte armée, tout ça ouvert. À partir de 90, le débat était ouvert, parce que moi, j'ai dit, je suis indépendantiste, prêt à tout, tant que le peuple guadeloupéen ne peut pas s'exprimer sur son devenir. Mais par contre, je considère que je suis un grand démocrate. Une fois que le peuple s'est exprimé, moi, si ça m'a appelé moi, il a fait des affaires, il a fait un moins. Bon, hein. Mais c'est ça qui. Mais non, mais il faut qu'on soit cohérent. Or, le problème, cette affaire-là, et c'est vrai qu'à un moment, moi, je me suis un peu d'opposition avec, parce qu'on fait un travail comme ça, et à un moment, on ne sent plus où on va. Parce que personne, en réalité, je vous dis une chose, je ne sais sincèrement pas. Ce que je vous dis va choquer tout le monde. Je ne sais vraiment pas, hein, et je ne mettrai pas ma main au feu que les Guadeloupéens aient envie de changer quoi que ce soit.
Ça, je vous dis. Bien sûr. Ah non, à mon âge, je vous dis, combat, couet, machin, bitin, je vous dis sincèrement, je ne suis pas sûr du tout que les Guadeloupéens veulent changer quoi que ce soit. C'est pour ça que cette chanson est une vaste blague. Pourquoi? Ah bon. Qu'est-ce qui est une vaste blague? La chanson, c'est une vaste blague. Son propre musique à masse. Faut nous faire masse éveil. Pas du fait pour faire masse. Pas du mot été bloqué si pas la motion. Mais attends, mais ça donne comment va rester bloqué? Mais ça bloque quand même. Non, nous pas faire G. Bon, faut nous arrêter de faire blague. Nous ne pouvons pas faire G comme ça. Faut nous sérieux. Non, mais nous sommes choqués. On pas vie dans l'histoire. Nous payons ni bande dessinée encore. Parce que les Astérix, ça a été fait encore. Donc c'est qu'en les numérique, ça a été fait. Mais pas via les numériques, là, on a appuyé sur Guadeloupe. Ou que vous racontez au Astérix, c'est le peuple qui a accroché au basket du colonisateur jusqu'au bout, même la colonisateur a travaillé coup de pied et envie de bouger. On n'a pas. C'est dur, hein, quand même. Hein? Mais moi, je ne peux pas comprendre. On est en 2019 aujourd'hui. Hein. Oui. On est en 2019. Oui. J'aimerais bien faire une analyse de l'évolution de ce pays. Combien de siècles la France a de colonisation? J'aimerais aussi que tu en parles. Ben attends, pourquoi? J'aimerais que tu en parles. Est-ce que nous considérons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité? Non, j'ai jamais dit ça. Mais tu fais comme si on est un pays comme ça. On a la Suisse face à nous. Il faut être sérieux. Pourquoi? La France a des siècles de colonisation, donc de stratégie. Non, mais attends. Alors, par contre, Evita, tu ne peux pas penser que nous sommes le dernier peuple au monde. Je ne suis pas d'accord. Autant où j'étais prêt à traiter la France de pays colonialiste pendant des années, je me refuse aujourd'hui. Non, j'ai pas dit j'ai dit des siècles de colonisation. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, alors, la France a une telle expérience de peuple, de colonisation, qu'elle ne peut pas même connaître qui j'en décolonise son peuple. Parce qu'elle a envie de coloniser. Parce qu'aujourd'hui, vous me direz tout ce que vous voudrez, je suis convaincu. Mais convaincu, et je sais que tous les... Mais elle a trop réussi. Mais je suis convaincu que la France aujourd'hui veut décoloniser le peuple dans la façon de fonctionner. Mais oui, je suis d'accord. Mais c'est évident. La France, mais elle a trop réussi son système. Elle a trop réussi. Alors, nous faisons un jour à notre intelligence. Si on dit qu'elle a trop réussi, ça veut dire qu'elle n'a plus besoin de mettre le système, les gens eux-mêmes reproduisent le système. Voilà. Donc nous-mêmes. Enfin, une partie. Évidemment, une partie. Ça veut dire que bien sûr, non, précise. Non, mais il faut mettre les mots derrière les choses. Ça veut dire qu'on a tellement identifié les bénéfices secondaires du système qu'on s'en satisfait. Je ne sais pas si on s'en satisfait. Voilà, c'est le mot satisfaire ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Tu reproduis, c'est tout. La départementalisation, son bien équipé cruel. Et je pense que nous, mais sans jeter le discrédit, comme je ne vais pas faire insulte à notre intelligence, comme tu dis, Harry, mais après, on bien qui facile, parce qu'il n'y a ni des décennies, des pratiques qui terriblement criminelles, et où on te fait croire que tu as tout d'un grand, mais tu n'es pas un grand, parce qu'on a institutionnalisé une sorte de mémise sur ton devenir même. Et encore penser que c'est ça l'État français fait avec nous. C'est voilà. Pas seulement l'État. Nous avons aussi des élus qui ont distillé la peur. Mais c'est normal, c'est l'intérêt à eux. Faut pas non, c'est ça. Moi, l'État ne m'intéresse pas. C'est les élus qui m'intéressent. C'est le Guadeloupéen qui m'intéresse. L'État est intéressant, mais nous avons un appel de téléspectateurs. Nous le récupérons et nous poursuivrons. C'est des élus à l'État français, c'est tout. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, j'ai une question à poser. J'ai vu la première sortie du LKP au mois de décembre 2008. Donc, il y avait une banderole marquée « Liennage contre profitation pour détourner Guadeloupe ». Donc, cela veut dire qu'il y avait deux phases de revendication. Il y avait une phase de revendication syndicale, donc liennage contre profitation. Ok, il y a une profitation, donc là, le syndicat s'en charge. Et pour détourner Guadeloupe, ça, c'est l'action politique. Et au bout de quelques sorties, après, au mois de janvier, le député Guadeloupe a disparu. Donc, la question que je me pose, où est passé ce slogan-là? Et quels sont les moyens qu'on s'est donnés pour détourner la Guadeloupe? Donc, ça, je n'ai pas eu dessus. Et la deuxième observation qu'il y a faite, c'est que lorsque Malo a démissionné au World Center, après la réunion du World Center, Malo a démissionné, c'était une voie ouverte et on avait un boulevard
pour demander aux deux institutions, Conseil régional, Conseil général, de démissionner, d'organiser des élections pour proposer un projet à la Guadeloupe. Ça n'a pas été fait. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'on a transformé le mouvement en seulement l'INH comme consultation et on a oublié le déficit, c'était la phase politique. Et il y avait un boulevard pour proposer un projet politique sérieux à la Guadeloupe. Voilà ma réflexion, vous allez pouvoir m'éclairer. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Harry. Merci beaucoup, monsieur Harry Ancelade. Ah oui, mais là, il a tout dit. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ce qu'il dit est vrai. Mais moi, comment on a pu, je ne comprends pas comment on a pu s'arrêter là et ne pas régler ce problème-là. Le débat n'était même plus, parce que je vous dis une chose, moi, on n'était même plus on n'est pas dans un débat de largage indépendantiste, machin, rupture totale et puis chute brutale des comptes. C'est pas ça. Organisation d'une société qui prend au fur et à mesure les rênes en main de façon locale, qui s'organise. Je pense, là je ne fais pas le procès depuis les années 95 à la France de vouloir nous tenir en abêtissement. Je ne le dirai pas, je l'ai dit avant, mais je ne peux pas dire ça. J'ai vu l'évolution du pouvoir français et j'ai eu la chance, en tant que président de BTP, de me retrouver souvent à Paris dans des discours. J'ai compris que là, nous sommes dans un autre débat. Mais je redirai ça, hein. Dans le truc de défiscalisation, on a beaucoup travaillé dessus. Moi, je sais que dans le débat de défiscalisation de 2000, il y a plein de mes propositions dedans, même sous le fait de dire qu'il fallait donner une réduction au cadre, parce que nos entreprises n'ont pas assez de cadres, et qu'il fallait faire une réduction de charge. Et je me souviens, à la dernière minute, quand j'ai dit ça, ils ont mis le truc de BTS. Et Brigitte Girardin m'avait dit, on met ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on l'inscrit dans le texte. Après, on va l'améliorer et l'augmenter. Parce qu'ils avaient admis ça. Leur volonté, c'est organisez-vous, mais on est prêt à jouer le jeu. Parce que la France n'a aucun intérêt à ce qu'on l'emmerde tous les jours, chaque fois qu'il y a des sargasses et chaque fois qu'il y a un machin. Vous n'avez pas compris ça, alors? Vous croyez qu'on a besoin qu'on appelle tout le temps? Maintenant, il y a le dossier chlordécone. À l'époque, ça marchait dans un système colonial. Oui, mais tout pourquoi ça. le dossier chlordécone? Non, mais ça, je dis, à l'époque, ça marchait dans un système. D'ailleurs, enfin, à l'époque, ça marchait dans un système. Le système était très bien organisé, il fonctionnait comme ça. Il suffisait de faire le lobbying à Paris, et puis on savait que bon, tout était organisé, les dirigeants. Mais on a fini avec ça. Ceux qui ne prennent pas les choses en main, c'est nous. Le truc est fini, on attend qu'on fasse des choses, on fait rien. On ne prend pas les choses en main, on ne se décide pas. Tout le monde est en train, mais je n'ai pas d'entendre ça. Tout le monde est en train de tomber sur un type qui est préfet. Mais il occupe le vide. Le type occupe le vide à chaque fois. Moi, il y a tout que je dis tout le temps. Quand un problème se pose en Guadeloupe, moi je suis dirigeant guadeloupéen, je dis, nous on veut ça, point, je suis là pour présenter mon peuple. Non. Quand il y a eu l'élection sur le statut, j'ai entendu des gens dire « Ah, j'étais pour, mais le peuple n'est pas là. » D'accord? Donc, moi, je change de bord. Ah, oui. Mais j'éduque le peuple. J'explique au peuple. Je suis un élu. Je suis censé être au fait et pouvoir expliquer à un peuple pourquoi il faut changer. On a bloqué tout dans ce pays-là pendant 20 ans. On n'avance en rien. Les logements ne se font pas parce qu'à chaque fois, c'est des conflits. On n'arrive jamais à mettre les gens d'accord. On a deux trucs sur le même territoire, un paquet d'institutions, un paquet de trucs qui se mélangent, les pouvoirs. Conclusion, rien ne marche. Et je vous dis, on n'a pas d'eau. On ouvre un robinet, il n'y a pas d'eau. Mais préparez-vous, hein. Bientôt vous allez tous dans votre merde parce que tous les trucs d'eau usée vont déborder. Et il y en a qui débordent déjà à grandement. Tous les trucs d'eau usée vont déborder. On n'a rien géré, on n'a pas entretenu, on n'a pas su organiser les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de responsable. Mais ce pays-là n'a aucun responsable. Tous coupables? Ah ben ça, après, on laisse les magistrats. Ah non, les avocats défendent. Les avocats ne condamnent pas, ils ne sanctionnent pas. Ce ne sont pas des procureurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je m'appelle Cody. Oui. Et j'appelle pour faire un triste constat après des années. C'est que moi, je suis guadeloupéenne d'origine et je me dis qu'on met trop la responsabilité de notre île sur la colonisation ou que l'État français a sa part. Mais nous, on a des responsabilités. On a des droits, mais on a des devoirs. On cherche tout le temps les droits, mais on ne cherche jamais les devoirs. Donc, nous, propre, parce que moi, je sors quand même d'une famille qui a lutté pour l'indépendance, pour tout ça. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire que
ce combat-là, il n'a pas été mené à bien, pas avec de vraies valeurs. C'est qu'on a toujours voulu avoir plus que le voisin ou avoir la même chose que le voisin. Au lieu de regarder chez soi ce qu'on avait besoin réellement chez nous, on aime toujours ceux des autres. Les qualités de nos données commencent par soi-même. Et moi, je trouve que nous, Guadeloupéens, on n'a pas fait suffisamment pour qu'on puisse changer les choses. On regarde toujours, on fait toujours des comparaisons par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qu'on devrait avoir, par rapport au passé aussi. On n'évolue pas sur notre passé, on a notre passé, mais nous pas continuer toujours, mettez-nous en tant que victimes. Nous pas victimes, nous pas mettez-nous à dos état des victimes. Et moi, en cas de dire comme ça quand même, qu'est-ce que nous excellent ça? Tout le temps, laissez-nous passer pour des mouilles qui toujours dans les besoins de tout ça qui est de l'extérieur. Nous ne pouvons pas arriver pour responsabilité en nous-mêmes. On nous prend responsabilité en nous pour nous que je n'ai pas sorti nous. Mais nous ne pouvons pas toujours mettre nous responsables à ça qui est arrivé nous. Donc c'est le témoignage que je voulais faire. Tout ça, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je pense que cette émission pourra quand même éclairer certaines personnes. Merci beaucoup, madame, et continuez à nous suivre. Ah oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous que, voilà, c'est ce qui est important. Chaque fois qu'on vit une situation, il faut toujours se demander qu'est-ce qui fait que justement, cela peut arriver. Et si on est, par exemple, dans un conflit avec l'État, se dire, je suis tout à fait d'accord, il n'est pas question de dire c'est la faute de l'État, parce que l'État est dans son intérêt, il joue ses intérêts. Si ses intérêts, à un moment, coïncident avec les nôtres, ça ira parfaitement. Si ça ne coïncide pas, l'État fait son chemin. Mais il faut toujours se demander qu'est-ce qui fait que l'État puisse se permettre de faire cela. Et c'est ça la question aussi du chlordécone qui est posée. C'est ça. C'est que l'État a pu faire un certain nombre de choses et depuis, ça fait plus de 15 ans qu'on le sait et c'est maintenant 15 ans après que les Guadeloupéens se réveillent. Donc la responsabilisation, ça me paraît très important. Mais toujours, je dis toujours, pour essayer de comprendre, pour avancer, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé, sur notre passé, parce que c'est de plus en plus, la science découvre les dégâts que le passé a pu faire, et c'est en acceptant ces dégâts qu'on peut travailler sur eux et pour permettre à un peuple de se restructurer. Alors c'est vrai que ce soir, on a dit oui, mouvement LKP, mais c'est formidable de voir comment c'était structuré, la réflexion qu'il y avait derrière, la banque de données aussi qu'il y avait derrière tout cela. Pour les Gilets jaunes, oui, mais c'était des ronds-points, mais les gens ont pu fédérer, être au fait des problèmes rencontrés aujourd'hui. Mais avec le recul, après 10 ans, après 1 an, avez-vous le sentiment que ces mouvements ont atteint leur objectif? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de vraies réponses portées? Est-ce qu'on peut dire que cette population a été mobilisée pour justement atteindre les objectifs annoncés? Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est des index, hein. C'est-à-dire que nous pouvons marquer ça dans l'histoire, mais maintenant, est-ce que réellement... à partir de ça, nous pouvons miser si ça pour une construction ou une prise de conscience. Il y a un vrai travail à faire, je pense. Je ne suis pas convaincu que... On peut voir tout de suite aujourd'hui, les gens craignent, les gens disent on ne veut pas vivre des MLKP. Ah, c'est beau. Donc il y a tellement de confusion, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup d'ambiguïté à plein niveau. Je ne suis pas convaincu. Parce que les gens ont été déçus? Qu'est-ce que les gens voulaient réellement? Alors justement. Voilà, c'est ça. Je pense pas qu'une revendication de 200 € soit. On peut vraiment concevoir un changement de société sur une revendication de 200 €. Donc il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, mais qu'est-ce que les gens voulaient réellement? Qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire? Et effectivement, il y a l'essoufflement et tout. Et quel schéma de construction qu'on veut? Est-ce que les gens sont prêts à se mobiliser et à réaliser quelque chose qui est vrai? Malheureusement, en pas content qu'il y ait d'accord éveil. C'est là, il dit, il passe ça réellement si peuple avait. Moi, très souvent, j'arrive à cette conclusion-là. Et ça raide, son constat qui raide, comme en Kaouzou, on n'est pas content d'accord éveil. Ouais, dans le même sens. Bon, ce qui est sûr, ce qui est obtenu maintenant, toutes les phases de bilan, toutes les phases d'analyse, toutes les phases de diagnostic, c'est fait.
On sait dans quoi on est. Premier niveau. Deuxième niveau, les phases de conscience, parce qu'on en appelle souvent la conscience. C'est fait aussi. Les gens ne sont pas tébés, les gens ne sont pas ceci. La conscience, c'est là. Alors qu'est-ce qui manque? L'accord sur les plans d'action. Ça, c'est le futur. Et là, rien n'est acquis. C'est le plus dur en même temps. Mais bien sûr, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Parce qu'en fait, se mettre d'accord, c'est quoi? C'est se mettre d'accord sur des plans d'action. On fait quoi? Et on passe par où? Bon, imaginons qu'on passe un projet. Le projet, il sera toujours généreux, il sera bon, il sera plus supérieur. Enfin, tout ce qu'on va pas faire un projet pour nous dire qu'on sera plus mal demain qu'hier. La vie, c'est devant qu'elle va. Bon, ok, il n'y a pas de problème. On passe par quelle ligne de commandement? On passe par quel axe? Qu'est-ce qu'on va mettre privilégié? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Le développement se fait par des plans d'action. Où sont les plans d'action et lesquels on arrête? Nous partons du côté du téléphone. Par une minorité. Parce que toutes les révolutions se font... Oui. Nous sommes bien d'accord. Bien sûr. Ceci étant dit, Juste avant, nous partons du côté du téléphone. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. C'est encore Chalem. Oui. Mais en cas de crier ça, pour moi, je n'ai pas prendre responsabilité aujourd'hui là. Pour moi, je ne pas ni politicien en Guadeloupe. Oui. Ça n'a pas qu'à exister la politique en Guadeloupe. C'est-à-dire, là, on a dit ça, ça veut dire qu'on n'a pas un projet. Comme pas un projet en meilleur pour vrai, on a la Guadeloupe calée. C'est-à-dire, la France, quand même, nous live. Et les Français même, c'est pas vers là, ils vont mener là, et nous, nous pas suivre Français. Alors, moi, c'est ça qu'a dit en Guadeloupe, en tant que prendre responsabilité là, ça dit ça de l'antenne à d'autres. Il n'y a pas de politiciens en Guadeloupe. Merci. Allez, au revoir. Merci. Au revoir, Chalem. Les choses ont été Si on dites. considère, pour préciser ce que dit Chalem, si on considère que la politique, c'est par définition la vision, c'est l'option stratégique. Ça veut dire c'est définir un axe de visibilité. La perspective qui est la perspective. Définir un axe de visibilité, une perspective. Voilà ce qu'on veut pour nous, pour le peuple. Ben, il est clair que, et derrière, c'est bien sûr, derrière la visibilité, il y a toute la lisibilité, comment on va faire. Moi, je suis d'accord avec Chalem, il n'y a pas de politiciens. Oui, mais le problème... Il y a des gestionnaires de pénurie. Oui, mais le problème, c'est que le peuple élit ces gens-là. Donc, Voilà. et le peuple veut de ces gens-là. Parce que le bien peuple sûr. ne veut pas, actuellement, hein, moi je pense, mon analyse, c'est que le peuple ne veut pas de vrais leaders, c'est-à-dire des gens qui ont comme première vertu le courage, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Donc quand tu as peur, c'est pas évident de mettre à la de mettre à la tête de ton pays de ton pays des mairies et autres. Et ça ne les intéresse pas de mettre des gens qui justement peuvent lever le bras pour dire voilà, je décidais cela et je le dis haut et fort. C'est logique. On est dans une logique. Hein. On a toujours eu du mal à cracher sur toute une classe politique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens. Ah, moi je crache pas sur la classe politique. Mais son constat. Mais là, il a dit pas ni politique, c'est-à-dire. Ah non, je répondais pas là-dedans. Oui, au sens qu'il y a des bouts qu'a géré dans l'immédiateté, tant bien que mal, avec une honnêteté relative. Et t'as peu d'hommes, c'est-à-dire qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de proto, il n'y a plus de gars qui avaient une vision à 30 ans, 20 ans, 30 ans du pays. Donc bon, ça sont oui, faits. Mais aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus de proto, il n'y a plus de ces personnes qui avaient une vision. Il doit y en avoir quelques-uns. Mais lorsqu'ils étaient en vie, on n'avait pas trop. Mais oui, il y a ça aussi. Mais ça fait partie d'un. C'est le game. Voilà. Et voilà. Je suis d'accord. Ils ne sont plus là, donc ce sont des grands hommes. Mais quand ils étaient là, il n'y avait pas de reconnaissance. Les morts étaient toujours très bien. Non, mais attention. Ça fait partie de la définition du politique que d'être malmené par ses contemporains. Et c'est sa capacité, tu parles de responsabilité, mais sa capacité, son charisme. Les anciens disaient la charistie. C'est son charisme qui fait que ça avance à imposer ça. C'est ce qui fait la différence entre un politique et un manager. Nous sommes malheureux. Il doit tracer. Au terme de cette émission. Et tous ceux qui nous appellent, écoutez, ça sera pour la prochaine fois. Mais nous ferons un petit tour de plateau, puisqu'il y a cette grosse mobilisation attendue dans 2 jours. À vous avoir entendu ce soir sur le plateau, on ne peut pas s'attendre à grand-chose, à une réponse effective à cette mobilisation.
Est-ce qu'on va dire cela ou est-ce qu'on peut toujours y croire? Est-ce qu'on peut se dire qu'il faut des mobilisations, il faut de grosses mobilisations pour quand même faire avancer ne serait-ce que la conscience collective? Là, on a beaucoup parlé quand on a parlé Cap, on a parlé de la Guadeloupe. Et là, on parle de mobilisation qui se fait en France. Bon. Je pense la structure française pendant 30-40 ans est partie en dérive. La gestion de la société française est partie tout azimut. D'ailleurs, on a claqué, on a beaucoup dépensé, on est en surendettement, etc. Et l'État est dans une chasse d'argent et c'est ça qui prime. Le citoyen perd sa valeur. On cherche à gagner du fric. Le citoyen, aujourd'hui, on lui demande d'apporter du fric. Il faut qu'il apporte du fric pour désendetter, pour pouvoir faire des choses. Ça, c'est une chose. Il y a des coupes franches. Ça, c'est une chose. Mais, vous voyez, je veux dire, il y a un point. Je vais faire. Rapidement. Rapidement, puisque nous on regarde, on a l'ISF, on a vu les gars ils attaquaient l'ISF sérieusement, les gilets jaunes, etc. Bon. On peut comprendre. Non, oui, mais on constate. De leur part, Macron arrive, oui, mais Macron arrive et il dit l'ISF, on garde l'ISF sur les patrimoines immobiliers. Et par contre, on lâche l'ISF pour l'argent. Ça veut dire quoi? Macron joue la mondialisation de l'argent. Point. Bien sûr. L'histoire que je suis chez moi, je possède mon terrain, ma jeune. ISF, parce que l'argent doit circuler. Donc, on a un problème de société. On fait un choix aujourd'hui, la mondialisation. Et c'est le paradoxe. C'est que la mondialisation pourrait très bien, mais à condition que ça se fait dans un sens égalitaire. Et de là, je vais dire une chose, et je finirai là. Moi, ce qui m'a donné un espoir depuis quelque temps, je l'ai lui relu, je vais regarder le document, parce que je trouve ça extraordinaire. George Soros, qui est un milliardaire qui, à l'époque, avait dit qu'il fallait créer une monnaie parce qu'à lui tout seul, il déstabilisait le franc avant d'avoir l'euro. Le type, à lui tout seul, à un moment, il était parti, il déstabilisait le franc. Et lui-même avait dit que c'est choquant. Un gestionnaire de patrimoine, parce que c'est l'argent des gens, était capable de déstabiliser un pays avec sa monnaie comme la France. Il trouvait ça grave. Eh bien, le type avec un certain nombre de milliardaires américains, c'est extraordinaire pendant que tout le monde critique, tout le monde considérait que l'ISF c'est une vaste, inadmissible tout ça, qu'on puisse envisager de le créer. Enfin, la France a tout compté, enfin les gens tout compté, c'est ça. Eh bien, les milliardaires américains, Soros, un certain nombre de milliardaires, ils sont 18 à avoir signé un document où les types ont dit, et c'est extraordinaire, ils disent, mais il faut qu'on arrête ces conneries-là. Comment peut-on aujourd'hui faire supporter toutes les charges de l'État par une classe moyenne, et il y a des milliardaires qui ont plein de pognon et qui ne payent pas. Oui. Il a dit il faut créer un impôt sur la fortune des milliardaires. Le type est milliardaire. Et il y a 18 milliardaires qui ont signé avec lui. Il faut créer un impôt sur la fortune des milliardaires. Les charges sociales, les charges sociales. Enfin là, il dit tout ça doit être supporté par les milliardaires. Par le capital. Parce que si on est américain, on est patriote, eh bien on est patriote pour supporter son pays. Donc il faut que ça soit. Ces milliardaires-là doivent payer un impôt sur le On va dire ça en France. Ah oui, mais c'est extraordinaire. Et les types sont partis sérieusement là-dessus. Regarde, et ils ont des candidats qui se défendent ça aujourd'hui pour aller dans ce sens-là. Donc c'est quand même assez surprenant, mais ça veut dire quoi? Le type dit je suis pour la liberté, donc pour les inégalités. Ne jamais oublier ça. Les inégalités conduisent à un manque de liberté de chacun. C'est pas du cadeau comme ça. Le gars est conscient qu'une société dans l'inégalité, où l'inégalité, la valeur première est une société où la liberté va être attaquée. Et à ce moment-là, tout le monde est en danger. Donc il faut savoir l'équilibre, y compris eux. Il faut savoir jouer l'équilibre. Une société ne peut pas fonctionner autrement. Il faut jouer l'équilibre. Alors, un tour de plateau avec tout d'abord Evita sur cette question-là. Bon, il faut des mobilisations. Est-ce qu'on peut s'attendre à des miracles de la part des mobilisations au regard de ce que nous avons vu au niveau du LKP et des Gilets jaunes? De toute façon, toute l'histoire sociale prouve qu'il n'y a jamais eu de changement sans, d'ailleurs, il y en a même qui disent sans violence. Donc, c'est le cheminement, le processus normal d'une société qui avance. Moi, je voudrais simplement dire que pour parler de la Guadeloupe, puisque le 5 décembre, cela ne nous concerne pas vraiment. Mais la Guadeloupe, le problème de la Guadeloupe, c'est qu'il faut effectivement travailler sur la justice. Or, cette société est fondée fondamentalement
poser sur l'injustice. Et c'est là que si on travaille sur l'injustice, on sera obligatoirement obligé de faire sauter un certain nombre de pouvoirs et de monopoles. Voilà tout ce qu'on peut dire actuellement, parce que c'est ça qui est le moteur en fait des jaillissements de guerrières des Guadeloupéens, c'est l'injustice, parce qu'ils vivent l'injustice depuis des siècles. Michel. Lorsque tu dis que ça, le mouvement du 5 ne nous concerne pas vraiment, non, il ne nous concerne pas exclusivement, parce qu'en fait, tout ça présent, bon gré mal gré, nous citoyens français, donc nous concernés par la réforme des retraites. Moi, tout ça qui a mené en... Le mot conscientisation, c'est un bien qui est assez étrange, parce que la conscience, elle est quand même relative, c'est comme la morale, c'est-à-dire, voilà. Mais tout ce qui peut amener à la construction d'un pays et à la défense de certaines valeurs, pour moi, nous est profitable. C'est-à-dire que, donc, effectivement, rien ne se fait sans heurts, même s'il n'y a pas dans 5 ans ou dans 2 ans, si dans 10 ans ou 20 ans, il y a une mobilisation qui peut rassembler tous les Guadeloupéens à 6 à UV. Bon, ce sera peut-être encore... Un deuxième LKP? Non, le LKP, c'est un bulletin unique. PNI LKP 2, pour moi, non. Mais s'il y a une mobilisation qui fera que... Mais quoi que je reste très... Encore une fois, c'est dommage d'accord avec Harry, parce que... On va prendre la dernière mobilisation en date pour l'hôpital, pour le CHU. Alors, effectivement, les raisons du bourbier CHU, elles sont multiples. Mais il y avait une réalité, c'est-à-dire que l'hôpital en Guadeloupe n'était pas au top. Est-ce que tous les Guadeloupéens ont été sensibilisés à ça? Je n'en suis pas convaincu. On a l'éducation qui ne fonctionne pas en Guadeloupe. Est-ce que les Guadeloupéens sont sensibles à ça? Je ne suis pas convaincu. On a tellement de choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce que les Guadeloupéens sont sensibles à ça? Je ne suis pas convaincu. Donc j'avoue que je n'ai pas de lisibilité comme ça. Et les mouvements, les marches, ça fera encore des marches de plus, oui, d'accord. Mais dans les faits, est-ce qu'elle nous a un moment cisé et dit stop, mis ça nous au pays là, on pas certain qu'elle nous a fait étape là ça. Merci Michel. Harry. Rapidement. Ah non, mais moi, je vais te dire. Ah oui, c'est bon. Pas de dernier mot. Sûr. Non, ça va, non, je te dis. D'accord. Oui. Il y a deux choses. Il me semble que à un moment donné, vers la fin du LKP, tu parlais de marche, un des slogans était de dire nous allons se mâcher. Donc après la marche, qu'est-ce qu'il y a? J'allais se mâcher. Bon, maintenant ce qu'il y a par rapport à la question que tu posais, Église, moi j'ai très peur. Pour deux raisons. La théorie capitalistique qui nous domine maintenant en France, je parle, c'est la théorie du ruissellement. Ça veut dire l'hyperlibéralisme, ça veut dire l'éloge de la cupidité, et il ne faut certainement pas s'attendre à ce que quand l'argent va ruisseler, il va gonfler les poches des gens, il va pas être distribué. Il va gonfler la poche de qui? Comme on est dans un environnement de précarité mondialisé, les gens qui vont avoir de l'argent vont garder leur argent, ils ne vont pas le distribuer, pas le redistribuer. C'est pas vrai. Ils peuvent pas. Ils vont garder. Ils vont le mettre dans des places fortes. Ils vont le mettre partout. Mais ils vont. Donc le schéma économétrique qui s'appuie sur le capitalisme et l'ultra-capitalisme va renforcer encore le problème. Et donc je finirai avec ce que Evita a dit. Moi je crois que ce qui va faire péter tous les systèmes maintenant, et pas simplement en France, mais la France, une fois de plus, c'est le pays des Lumières. Donc tant mieux si ça commence à péter en France. C'est le problème de l'équité. Les gens ne supportent plus l'injustice et l'inéquité. Et ça, ce n'est pas l'inégalité. L'inégalité, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de dynamique. Tu as plus que moi, je travaille, je vais essayer de t'avoir, les règles du jeu sont claires. Si je travaille, si je bosse, je vais essayer de m'en sortir. Mais avec la théorie du ruissellement, n'importe où, n'importe quoi, c'est autre chose qui est en jeu et qui met profondément en tension le lien social, les cohésions sociales et le rapport entre les gens. Et ça, je crois qu'on est arrivé à bout. Les systèmes embarqués, socio-culturels, socio-économiques dans lesquels nous sommes, et donc le rendez-vous du 5, c'est fondamentalement le problème de l'équité qui va être posée. Et ça, je crois alors, la contrepartie, une des contreparties de la prise de conscience, de l'élargissement des champs de conscience qu'ont permis la médiatisation, la surmédiatisation, c'est effectivement de poser le problème de l'équitabilité des rapports entre les gens. Et j'attends avec beaucoup d'impatience ce 5, parce que là-dessus, sur cet indicateur-là, je pense que ça nous dira des choses.
Merci madame, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Nous nous retrouvons mardi pour un autre thème tout aussi intéressant. Excellente soirée à tous.